Non, la première mission de l'Église, donc du christianisme, c'est de répandre la parole de Dieu, c'est de transformer les vies, c'est de pouvoir apporter à l'homme un espoir qu'il n'a pas, c'est de pouvoir prévenir l'homme d'une perdition possible sans le Christ. C'est-à-dire que le Christ est le sauveur du monde. Ceux qui le reçoivent ont la vie éternelle. Ils ont une vie équilibrée, joyeuse et bénie dans cette existence, mais ils préviennent aussi la vie éternelle. Ils préviennent aussi, n'est-ce pas, la suite, puisque nous savons très bien que lorsque nous mourons, lorsque nous passons de vie à trépas, nous sortons simplement de notre enveloppe charnelle et nous allons dans l'éternité. Il y a d'ailleurs une bonne phrase en français, lorsque quelqu'un décède, on dit « il a rendu l'âme ». Mais à qui la rend-il? C'est bien le lieu de se questionner sur l'existence d'une transcendance, diraient les philosophes, mais nous, les chrétiens, nous parlons de Dieu, du Dieu vivant. Et c'est par Jésus-Christ que nous, les chrétiens, croyons que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, que nous recevons ce salut pour aller dans l'éternité. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Qui est universitaire franco-gabonais, très attentif au développement sociopolitique des sociétés africaines. La religion a libéré l'homme des royaumes d'assujettissement, mais on se demande quelle place occupe-t-elle au XXIe siècle, alors que les dictatures sévissent, les républiques se confondent en royaumes. Peut-on parler de dignité humaine, de dignité chrétienne, de force chrétienne dans les États dictatoriaux d'Afrique subsaharienne? Quel est l'apport du christianisme dans les domaines politiques et sociétaux? Quelles sont les solutions? C'est donc tout cela, chères auditrices et auditeurs, que nous allons débattre avec notre invité, M. Bellarmé Mutinga, vous à qui l'on prête, M. Bellarmé Mutinga, désormais le pouvoir de prédicateur chrétien. Nous espérons que notre débatteur va essayer de nous apporter des éclaircissements sur tous ces éléments. Alors, chères auditrices et auditeurs, notre choix sur le christianisme ne veut pas dire que nous reléguons les autres religions ou les autres mouvements philosophiques de pensée, à l'instar de l'islam, de la franc-maçonnerie. Selon les informations que nous avons reçues sur le christianisme, nous avons vu que le christianisme a une grande part
dans le monde, occupe une place importante donc dans le monde. Au cours de cette émission, nous allons dans un premier temps présenter notre invité qui est ici, M. Bellarmé Mutinga. Ensuite, nous allons voir le christianisme face aux questions politiques et sociales en Afrique. Et nous allons aussi parler de l'impact de cette religion, c'est-à-dire le christianisme, dans les sociétés africaines contemporaines. Chers auditrices et auditeurs, M. Bellarmé Mutinga, d'abord, nous commençons cette émission par vous présenter à nos auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 et Radio PDCI et des RDA. Une manière de vous connaître un peu mieux. Alors, que pourrais-je dire? C'est toujours difficile de présenter ce genre d'invités qui ont un CV aussi fourni. Alors, pour l'essentiel, vous êtes franco-gabonais, enseignant de lettres, histoire à l'Académie de Créteil. Aussi, vous êtes écrivain, poète. Vous êtes titulaire d'un doctorat de lettres, S-lettres, obtenu en 2002 à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Vous avez un DEA de littérature française. Vous avez une maîtrise et une licence de lettres. Et je voulais préciser à propos de votre diplôme d'études approfondies, donc DEA de lettres, de littérature française. Vous l'avez obtenu en 1997 à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, en France. Et je disais que vous êtes titulaire aussi d'une maîtrise et d'une licence S-lettres que vous avez obtenue respectivement en 1997 et 1996 à l'Université de Libreville au Gabon. Et en 1995, vous avez obtenu votre baccalauréat série L à Libreville, donc au Gabon, et c'est ce baccalauréat qui vous a permis donc de vous inscrire à l'Université Omar Bongo de Libreville. Vous êtes auteur d'une quinzaine, sauf si je me trompe, j'ai essayé un peu de recenser le nombre de vos publications, donc d'une quinzaine d'ouvrages, dont La malédiction de la côte, paru en, je n'ai pas l'année, je crois que c'était en quelle année, La malédiction de la côte, docteur Mutinga? Autour de 2006-2007. 2006-2007. J'ai bonne mémoire. Monsieur Bellarmé Mutinga, est-ce que, je voudrais vous poser la première question, est-ce que cette présentation vous convient? Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, absolument, elle me convient, elle est complète. Hein. C'est l'essentiel de ma petite vie jusque-là. Et votre dernier ouvrage, ça date de quand? C'est récent? Alors, le dernier ouvrage date de 4-5 ans. C'est Les mots d'exil, publié à Paris, en hommage à l'homme politique qui a marqué pour moi ma génération. C'est M. Pierre Mamboundou de l'Union du peuple gabonais, qui nous a donné à rêver, qui nous a donné, à l'instar de Lumumba, la possibilité de construire une révolte face à la vie médiocre que vivent les Gabonais et à toute la bâtardise des États honteux qui nous sont imposés en Afrique. Pierre Mamboundou a été l'homme de la pensée radicale, parce que face au mal qui mine nos pays, et notamment le Gabon, la radicalité du mal induit une bassesse et un larguinisme tel que du peuple à la classe politique. Nous nous sommes questionnés sur des lendemains qui soient meilleurs et qui chantent pour le peuple. Et malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Et le poète que je suis a trouvé, comme Tchikaya Outamsi l'a fait avec Lumumba dans son recueil Épitomé, il a traduit la souffrance du peuple congolais et l'incarnation du rêve politique brisé dans ce grand recueil poétique Épitomé. Et bien, à l'instar de Tchikaya, l'intertextualité qui a joué sous ma plume a permis justement de produire les mots d'exil qui parlent effectivement de cette difficulté de rêver, de construire le rêve et de voir le rêve aboutir. Et c'est sur cette fin que nous a laissé Pierre Mamboundou, de voir que nous n'avons pas pu vivre le rêve pour lequel il a été élu un certain nombre de fois à l'élection présidentielle au Gabon. Donc le poète que je suis, qui est donc professionnel du rêve et de la construction d'un avenir possible, j'ai donc couché sur papier pour fixer l'éternité
du personnage politique qui a été Pierre Mamboundou dans ma poésie, dans la poésie africaine. Bien, merci pour cette précision de détail. Alors, docteur Bellarmine Mutinga, en préparant cette émission, j'ai vu que vous êtes aussi un homme politique franco-gabonais. Vous avez été, par exemple, porte-parole de M. Jean Ping et on dit que vous étiez aussi son soutien à l'élection présidentielle de 2016 qui s'est passée donc dans votre pays d'origine. Alors, Pasteur Mutinga, là, puisque vous avez plusieurs casquettes, plusieurs costumes sur cette émission, l'Église a-t-elle à intervenir ou bien intervenir dans le domaine politique ou bien, par principe, doit-elle s'en abstenir ou rester neutre? Alors, je vois bien cette question tout à fait essentielle que vous me posez, river le clou à un certain nombre de pensées et de visions. Il faut savoir que lorsqu'on parle de la séparation de l'Église et de l'État, cela correspond à l'histoire politique et sociale de France. Toutes les sociétés n'ont pas la même histoire. Lorsqu'ils sont arrivés en 1905 à produire cette loi qui sépare les églises de l'État, c'est un nombre de faits sociaux et politiques qu'ils ont connus qui ont conduit dans leur histoire à séparer les églises de l'État. Ce n'est pas notre histoire au Gabon, ce n'est pas toujours notre histoire en Afrique. D'ailleurs, j'observe au passage qu'un certain nombre de chefs d'État affichent ouvertement leur appartenance religieuse ou philosophique. Omar Bongo, quand ça lui convenait, affichait sa cape de franc-maçon. Lorsque ça lui allait mieux pour négocier des contrats avec les pétromonarchies arabes, il se faisait musulman. Donc, quand la politique ou l'intérêt qui était le sien le conduisait dans un sens ou dans l'autre, eh bien, il s'affichait selon les convenances du moment. Ce que je crois, c'est que l'Église peut jouer un rôle important. D'ailleurs, en Afrique, nous rappellerons qu'en 90, dans l'histoire récente de l'Afrique, les conférences nationales ont été pilotées, n'est-ce pas, et conduites par des prélats catholiques. Ce sont des hommes d'Église pour la confiance au plan moral qu'on leur a attribué, n'est-ce pas, ont eu à arbitrer, que ce soit dans le cas du Bénin, dans le cas du Gabon, dans le cas du Togo, dans le cas du Congo devenu RDC ou dans le Congo-Brazzaville et j'en passe. Ce sont des prélats, donc des hommes d'église qui se sont, à qui la mission a été donnée de pouvoir piloter les travaux importants qui devaient décider de l'orientation politique des États. Malheureusement, il y a pas malheureusement, autant pour moi, il y a même des hommes d'église qui se sont défroqués pour justement compétir à une élection présidentielle ou une autre. Nous avons un cas au Gabon que je ne citerai pas, mais que la mémoire collective verra bien et s'en souviendra. Donc, l'Église peut jouer un rôle moral, un rôle spirituel, et peut-être même un rôle politique dans la pacification, parce que le terme a lieu d'être quand on sait tous les conflits dans cette partie du monde qu'est l'Afrique, que génèrent, on se demande bien pourquoi, les élections présidentielles. Donc, les hommes d'église ou l'église en général peut jouer un rôle de paix, d'agent de la paix, un rôle d'arbitrage et un rôle de neutralité, mais en même temps un rôle d'objectivité. Parce que l'objectivité n'a pas été jusque-là, sous nos latitudes à nous, la chose la mieux partagée en politique. D'accord. Bien, merci pour cette précision, Monsieur Bellarmine Mutinga. C'est quoi la vocation essentielle de l'Église chrétienne? Vous me permettez de vous poser cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une vocation spirituelle ou bien, tout simplement, vous me permettez encore, c'est que je dirais, d'une hypocrisie spirituelle ou bien une hypocrisie religieuse? Non, la première mission de l'Église, donc du christianisme, c'est de répandre la parole de Dieu, c'est de transformer les vies, c'est de pouvoir apporter à l'homme un espoir qu'il n'a pas, c'est de pouvoir prévenir l'homme d'une perdition possible sans le Christ. C'est-à-dire que le Christ est le sauveur du monde. Ceux qui le reçoivent ont la vie éternelle. Ils ont une vie équilibrée, joyeuse et bénie dans cette existence, mais ils préviennent aussi la vie éternelle. Ils préviennent aussi, n'est-ce pas, la suite, puisque nous savons très bien que lorsque nous mourrons,
lorsque nous passons de vie à trépas, nous sortons simplement de notre enveloppe charnelle et nous allons dans l'éternité. Il y a d'ailleurs une bonne phrase en français, lorsque quelqu'un décède, on dit « il a rendu l'âme ». Mais à qui la rend-il? C'est bien le lieu de se questionner sur l'existence d'une transcendance, diraient les philosophes, mais nous, les chrétiens, nous parlons de Dieu, du Dieu vivant. Et c'est par Jésus-Christ que nous, les chrétiens, croyons que la parole de la Bible est la parole de Dieu, que nous recevons ce salut pour aller dans l'éternité. Cependant, ceci dit, en ce qui est du champ politique, l'Église peut être une force de proposition. Nous avons vu d'ailleurs le travail de l'Église en Amérique latine, par exemple. Nous l'avons vu ailleurs aussi. L'Église peut choisir, selon l'histoire du pays, de se mêler des affaires de la nation, tout en respectant effectivement le rôle qui est celui des politiciens, le rôle qui est celui de l'Église. Et quand on veut faire une traversée du froc qu'on porte vers la politique, c'est comme un militaire qui quitterait les casernes pour aller sur le champ politique. Tout est possible. Cependant, là où je mettrai l'accent, mais peut-être que vos questions arriveront là-dessus par la suite, c'est que l'homme d'église qui est véritablement chrétien, qui est véritablement croyant, qui craint véritablement Dieu, est un gros avantage, n'est-ce pas, en termes d'éthique politique, parce que là, il y aurait beaucoup à dire. En termes d'éthique politique, le chrétien, le croyant, a un avantage. Le religieux, de façon générale, mais je ne parlerai que de ma chapelle, moi, le chrétien a un avantage spirituel et moral important pour pouvoir gouverner, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, un pays. Il y a des exemples dans l'histoire qui pourraient me contredire, comme il y en a qui apporteraient de l'eau à mon moulin. Et dans l'exemple des États francophones d'Afrique aujourd'hui, lorsque quelqu'un craindrait véritablement Dieu, je ne parle pas des effets d'affichage, parce qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais tel est chrétien et pourtant... Non, je parle de celui qui craint Dieu. Entendons-nous sur la définition des termes. Lorsqu'on parle du chrétien, on parle de celui qui craint Dieu. Je ne sais pas si je peux élargir ma réponse présentement ou bien il faut attendre le reste des questions. Mais... nous allons essayer d'avancer parce que cette émission, je voudrais rappeler qu'elle est en direct sur Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis et Radio PDCI et des RDA depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes également suivis sur plusieurs plateformes numériques. Nous recevons donc un universitaire franco-gabonais, M. Bellarmé Moutinga, depuis la France. Alors, M. Bellarmé Moutinga, on dit que vous êtes un protestant très fanatisé, voire pour certains sectaire, un sectaire qui n'admet pas la liberté de penser, la liberté religieuse, la liberté des autres groupes philosophiques. Quand je parle des groupes philosophiques, la maçonnerie par exemple, le Witi chez vous en Afrique centrale. Alors, j'aimerais avoir votre réaction sur ces affirmations. Alors, je vous remercie pour cette question. Non, je ne suis pas fanatique. Et non, je ne suis pas non plus intolérant. Sectaire. Vous êtes sectaire. Cependant, je vis ma foi. Je vis ma foi, je suis un intellectuel, je suis un croyant, je suis d'abord un croyant, je suis un intellectuel, qu'on le prenne dans l'ordre qu'on voudra, mais mes valeurs et ma vie, ma vision de la vie, de la politique, tout cela repose sur la foi que j'ai en Jésus-Christ et la crainte que j'ai de Dieu. J'estime qu'à ma place, je peux servir ma nation un jour avec les valeurs qui sont les miennes, dont on a désespérément besoin dans mon pays. Lorsqu'un Gabonais, la plupart du temps, est nommé à un poste ou à un autre, essentiellement la question qu'il se pose, il y a combien à gérer là-bas? On confond aujourd'hui les deniers personnels et son propre salaire, qu'on ne regarde même plus, au budget qu'on va gérer. C'est comme si, souverainement, facilement comme ça, on va se servir dans les caisses de l'État pour pouvoir se construire une maison, pour pouvoir s'acheter une voiture, pour pouvoir aller pour avoir des maîtresses en plus, etc. Ou pour avoir des comptes, ouvrir des comptes offshore à l'étranger, avoir de l'argent dans les banques étrangères. Autant de choses qui handicapent le développement de nos États. Regardez ce qui est fait des budgets ou plutôt des aides, appelons ça comme ça, mais pour aller vite, mais de l'argent qui est prêté à nos États. La plupart des détournements sont opérés par les structures de corruption, parce que c'est le cas de le dire, qu'il y a des structures de corruption, n'est-ce pas, dans nos États. Cela invalide en général la moralité de ceux qui prétendent à gouverner. La plupart d'entre eux traitent des casseroles où ils ont, n'est-ce pas, de l'argent sale, parce que volé, parce que détourné, parce que prélevé, n'est-ce pas, des caisses de l'État. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument
changer cet état de fait, il faut que nous ayons des hommes nouveaux, qui aient un minimum d'éthique, qui ne confondent pas leurs deniers personnels aux deniers publics. Je rappelle que l'argent public est le résultat de l'effort commun. Comment voulez-vous développer nos États qui ont des problèmes structurels tellement importants lorsque l'argent qui rentre au trésor public est détourné par celui qui est aux affaires, par les gouvernants ou par quelques personnages importants de l'administration publique? Et avec quoi allons-nous développer nos pays par la suite? Et au-delà même de cela, il y a le regard qui est porté sur nous. C'est-à-dire que c'est à croire même que toute honte par chez nous est due lorsqu'on se pavane dans les pays européens, dans les salons des aéroports internationaux, avec des biens dont on sait qu'ils ne sont pas à nous. Comment voulez-vous accepter l'idée qu'un dignitaire détourne l'argent de son pays, vienne acheter dans les magasins des aéroports internationaux occidentaux ici des biens et des valeurs, d'une valeur marchande tellement importante, un billet de banque, sans même utiliser une carte bancaire ou un chèque, des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, quand on regarde le salaire de ce monsieur, on comprend très bien qu'il n'a pas les moyens de s'offrir les biens qu'il s'octroie sur le moment. Et donc, l'avantage du chrétien, il est là, de celui qui craint Dieu, il est là. C'est de savoir que nous avons besoin d'hommes nouveaux, qui aient une éthique, qui aient une responsabilité face à la nation, qui sont capables d'être blancs lorsqu'on les jugerait, lorsqu'on leur confierait la gestion d'un ministère, d'une entreprise publique, ou je ne sais quelle administration, il sortirait de là fier de savoir qu'il a géré, qu'il s'est contenté de son salaire et des avantages dus à sa fonction, et que l'argent public, n'est-ce pas, est resté dans les caisses. Ce serait une fierté. Et moi, j'en appelle à cet homme nouveau dans nos pays, en Afrique et au Gabon précisément. J'en appelle à l'homme nouveau, l'homme politique nouveau, qui soit capable de comprendre qu'il y a une différence entre l'argent public, entre le bien public, entre le mobilier public, hein, et c'est bien à lui. On a assisté à des phénomènes d'une cocasserie embarrassante, où lorsque vous partez, parce que quelqu'un d'autre est nommé à votre place, vous partez avec le matériel roulant de l'administration. Mais c'est juste pas entendable, c'est pas concevable. Voilà pourquoi ce thème provocateur que j'ai accepté du christianisme dans l'apport qu'il peut avoir dans la société ou en politique, justement, ce sont ces angles d'attaque-là que j'essaie de présenter à nos auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Bien, merci, M. Bellarmé Moutinga. Alors, je voudrais un peu pousser la réflexion et avoir un peu votre point de vue. On sait que vous êtes aussi un grand combattant pour la liberté. Ça, c'est connu, on le voit même sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais savoir, êtes-vous favorable à cette liberté, mais sur le plan des mœurs, par exemple, qui évoluent avec la société à l'échelle, si vous voulez, donc mondiale. Quand je parle des mœurs, vous avez compris, hein, je ne suis pas là pour défendre ces mœurs, mais je voudrais avoir votre réaction. Bon, comme on dit en philosophie, la liberté de chacun le rend responsable de ses faits, de sa conscience. Moi, en tant que religieux, si vous faites allusion à des gens, on nous oblige, on nous impose aujourd'hui, dans la coopération internationale, semble-t-il, aux pays africains, de pouvoir adopter des lois qui soient, par exemple, des lois qui soient en faveur des personnes du même sexe. Bon, la liberté de chacun, lorsqu'elle s'exprime dans le domaine privé, personne n'aura rien à redire de cela. Même si en tant que chrétien, je sais que dans la parole de Dieu, des villes comme Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour fait d'homosexualité. On va me dire que c'est de la légende. Non, ce n'est pas de la légende. Nous croyons, rien n'est légendaire dans la Bible pour nous. Nous craignons Dieu sur la base de ce que la Bible nous dit de faire ou de ne pas faire. Maintenant, quand ces lois-là rentrent dans le domaine public, moi je m'en méfie personnellement parce qu'on ne peut pas obliger tout le monde à la pensée unique, on ne peut pas réduire tout le monde à la pensée unique. Lorsqu'il y a des lois qui sont peut-être liberticides ou qui rentrent dans le champ du collectif, à ce moment-là, il faut accepter qu'il y ait dans l'opinion des groupes de pensée, des groupes de personnes qui ne partagent pas l'opinion. On ne peut pas réduire tout le monde à penser la même chose. Là, ça me permet de rebondir sur la question précédente que vous m'avez posée. Les groupes philosophiques de type franc-maçonnerie ou les bouddhistes de chez nous, etc., moi, comme je vous disais, je ne leur jette pas la pierre. Chacun est libre de croire et de penser ce qu'il veut. Mais moi, je les indexe au plan politique. Nous observons, moi personnellement, j'observe que depuis les années 60, le pays, le Gabon, a été dirigé et gouverné par des francs-maçons. Le bilan politique, leur bilan politique est éloquent. Et qu'on ne vienne pas me dire que oui, dans tous les groupes humains, il y a des moutons noirs. Parce que ce serait un sophisme que de prendre
justement de gangréner tout le monde parce qu'il y aurait un mouton noir. Parce que la philosophie de ces groupes-là, ou d'autres groupes, c'est de dire nous sommes capables. Lorsque votre bilan montre que vous n'avez pas été capable, vous pouvez entendre l'idée qu'on ne veuille plus de vous momentanément. Allez vous refaire une santé politique dans l'opposition et revenez avec un projet qui puisse convaincre par la suite. Et qu'on souffre de laisser la place à ceux qui n'appartiennent pas à ces obédiences-là et qui peuvent à leur tour prendre le pouvoir pour tenter une autre ébauche politique. J'observe deuxièmement qu'en 1960 jusqu'en 1968, le pays a été gouverné par Léon Mba. Léon Mba était d'obédience bouitiste. Le bilan, je ne vais pas le commenter, nous le connaissons. Je relève simplement que le bras de fer qu'il y a eu au niveau de sa conception du présidentialisme et du parlementarisme ont amené un blocage qui a abouti au coup d'État de 1964 et qui a donc transformé fondamentalement le pays. Nous avons eu droit au bénéfice d'une garde présidentielle et finalement républicaine dont nous savons les résultats et les effets sur la société gabonaise. Et Omar Bongo, qui est venu après lui, a gouverné le Gabon sur la base d'une Djobi, sur la base de la franc-maçonnerie, donc une bonne mixture entre les faits locaux et les faits importés, les faits occidentaux. 41 ans de pouvoir après, nous avons vu le résultat dans lequel le Gabon est aujourd'hui. Par la suite, son fils a pris le pouvoir et nous a amené ce qu'il a appelé la panthère noire, avec tous les résultats de cette politique et de cette obédience-là que nous voyons, que nous observons facilement dans la société gabonaise. Nous voyons où se trouve le Gabon aujourd'hui. La question politique que je pose est la suivante, et éthique surtout. N'est-il pas temps de changer la manière de gouverner? Vous m'avez dit tout à l'heure que j'ai été le soutien politique du président Ping. Je le suis toujours, parce que j'estime que cet homme a abattu un travail politique considérable, qu'on pense ce qu'on voudrait, cela m'est égal. Moi, je n'ai pas été seulement, je suis le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République élu, Jean Ping. J'ai toujours été son porte-parole, j'ai toujours été son soutien, parce que j'estime qu'il faut qu'on ait un peu de justice et d'honnêteté en politique. Quelqu'un qui a battu campagne, qui a écumé le pays et qui a été élu par la majorité des Gabonais, il est tout simplement injuste de refuser à cet homme d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas juste pour l'histoire politique gabonaise, ce n'est pas juste pour ses électeurs, ce n'est pas juste pour l'Afrique. Il faut, je suis de ceux qui pensent que l'impasse politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui devrait reconsidérer, n'est-ce pas, des résultats sur lesquels nous avons marché. Et le Gabon s'est souvent illustré par le fait de marcher sur le résultat de l'élection présidentielle lorsqu'il a toujours été, d'ailleurs depuis 1990, favorable à l'opposition. C'est ce que nous avons vécu depuis 2016. Et cet homme politique, ce grand homme politique a gagné l'élection présidentielle, il doit gouverner le Gabon. Et si on reproche à Jean Ping quoi que ce soit, nous lui laissons le temps de faire son mandat et c'est le peuple qui lui a confié ce mandat qui en jugera après. Pourquoi on ne veut pas juste jouer le jeu de la démocratie quand nous savons que l'opinion internationale a été appelée par le PDG lui-même, par les gouvernants de l'époque, qui ont justement fait observer le résultat de l'élection présidentielle. Que je sache, ce n'est pas Jean Ping qui a fait venir les observateurs de l'Union européenne, par exemple. Mais ceux-ci ont bien reconnu, les faits sont là, tout est documenté, tout est archivé. Nous ne pouvons pas accepter ni supporter l'idée qu'on puisse comme ça tout bonnement marcher sur le résultat de l'élection présidentielle de 2016, alors que c'est bien Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle. Moi, ça me déroute intellectuellement de savoir qu'on fait comme si ce fait n'a pas existé. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Permettez-moi donc juste d'avoir poussé ce coup de gueule en faveur de Jean Ping. Parce que je reste un soutien de M. le Président Jean Ping. Bien, merci M. Bellarmé Moutinga. Un petit rappel que vous êtes sur Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis, et nous sommes en direct aussi sur Radio PDCI RDA en Côte d'Ivoire. Alors, M. Bellarmé Moutinga, ces derniers temps, comme vous le savez, on vit dans des sociétés, vous me permettez encore l'expression, le mot que je vais utiliser, de défiance de l'État. Est-ce que vous voyez cette défiance au sein de l'Église chrétienne? Oui, l'Église chrétienne voit la défiance face au gouvernement ou la notion d'État que nous avons aujourd'hui.
Pour ne se contenter que du cas du Gabon, vous savez, un trône, et ça c'est un verset de la Bible que je vais citer, le trône du roi s'affermit par la justice, par l'équité et par le fait de travailler aussi pour les plus faibles. Et si l'État veut se faire respecter, il faut qu'il agisse selon la justice, parce que pour moi, faire de la politique, c'est rechercher le bien collectif, le bien commun. Est-ce que cette justice existe dans les sociétés africaines, par exemple la société de l'Afrique subsaharienne, la justice que vous êtes en train d'évoquer? Cette justice existe en valeur absolue, parce que regardez même nos chefferies, regardez même les formes d'État qu'il y avait avant l'arrivée des colons, de la colonisation en Afrique. Il y avait une expression démocratique, il y avait une expression politique, il y avait une chefferie, il y avait des notables, et le pouvoir du chef était respecté selon la distribution de la justice qui était la sienne. Lorsque la justice, lorsque la notion d'équité, lorsque la notion de bien public, lorsque la notion de liberté n'était pas effectuée à la mesure des attentes de la population, en général, le chef était démis. Et dans nos traditions, nous sommes habités par ces valeurs-là de respect de l'autre, de respect du bien public, les valeurs de courage, de travail. Ce sont les bonnes valeurs que nos traditions nous ont inculquées. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui s'impose au pouvoir, alors qu'il n'a jamais été élu, comme c'est le cas d'Ali Bongo, aucun mandat, lorsqu'il s'impose par la violence, lorsqu'il s'impose par des faits que la raison même récuse, l'État ne peut pas être respecté. Et les formes de rapport entre cet État et le reste de la population seront des rapports défectueux, des rapports biaisés, des rapports comme nous sommes dans des sociétés de violence, où la violence politique est imposée, n'est-ce pas, aux populations. Eh bien, c'est ce que Sonny Laboutansi, un auteur très célèbre congolais et un très, très grand écrivain, appelle l'État honteux. Nous